On commence. Donc, on va voir pour l'aspect modélisation statique, donc diagramme de classe, comment convertir. C'est censé être une révision de choses que normalement vous connaissez. Ou des rappels. Et bon, comme on avait remarqué que beaucoup d'étudiants ne s'en souvenaient pas, alors on a décidé d'en faire un TP au premier TP. Alors, la modélisation UML a une correspondance directe et réciproque en Java. On commence par la classe. Donc, lorsque j'ai une classe concrète, donc je la représente, j'ai le nom de la classe et je vais mettre classe. Bon, il est vrai que ici, on ne saura pas si c'est public ou pas. Hein. Mais ce que je déduirai principalement, c'est classe student et je sais que j'aurai des attributs et des méthodes. Pour les classes abstraites, on les reconnaît avec le nom dans le diagramme UML écrit en italique. Donc, on rajoute le terme abstract. Ensuite, donc ça va être des choses légères au départ que vous connaissez. Après, pour ajouter les attributs et méthodes, ah oui, d'abord l'interface. L'interface en UML, elle est soit représentée de cette façon, soit elle est représentée telle une classe, mais avec le stéréotype interface. Donc, vous avez deux représentations possibles. On a deux représentations possibles. Deux représentations possibles pour l'interface. OK. Donc, avec cette représentation ou celle-ci, j'aurai interface, le nom de l'interface. Et là, on voit qu'on a une méthode qui s'appelle une seconde. Hein. Alors, on voit donc une classe peut contenir des attributs et des méthodes. Là, on a une méthode. Là, on a le plus qui me dit que c'est public. Il y a le type de retour void de la méthode sort qui appartient à l'interface e-collection. Slide suivant. Maintenant, pour ajouter des attributs, ils sont représentés dans le diagramme UML, dans la représentation UML du diagramme de classe. Ils sont dans la deuxième partie du rectangle associé à la classe. Lorsque c'est moins, on les déclare private. Donc, on a la classe toujours student, private, int, promotion, private, string, specialty. Maintenant, pour les attributs protected et les attributs statiques, la représentation ici pour un attribut protected, c'est le dièse. Et pour représenter un attribut statique, on souligne l'attribut. Donc, pour cette représentation, j'ai private, puisqu'il y a le moins, statique, puisque c'est souligné. Oui, une question? Et on a le type INT pour majority A. Ensuite, pour déclarer les méthodes, on les retrouve dans la troisième partie du rectangle. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a son... Allô? Je crois qu'il y a un micro qui est activé. Monsieur Ahmed, merci. Alors, je continue, je vais voir ce qu'il y a des commentaires. Donc, on a
On a les attributs, bien sûr, et on ajoute la méthode. Oui. Vous permettez une seconde, on m'appelle, la scolarité m'appelle. Je vais interrompre 2 secondes la séance. Euh, alors, je crois que on était là. Désolée pour l'interruption. Donc, les opérations, on les retrouve dans la troisième partie. Normalement, tout ça, je sais que c'est facile. C'est des choses que vous avez vues, c'est des rappels. Donc, on a la méthode, elle est plus, donc elle est publique, un type de retour INT et le nom de la méthode. Et bien sûr, on n'a pas le corps de la méthode dans un diagramme de classe parce qu'il ne décrit que l'aspect statique. Là aussi, pour une méthode statique, d'accord, donc la méthode statique, je la reconnais lorsqu'elle est soulignée. Donc, j'ai le plus pour avoir public, statique, le type de retour void, le nom de la méthode et le corps de la méthode. Donc, ça, c'est pour la structure d'une classe. C'est-à-dire, quand je retrouverai une classe, je peux la traduire en code source. Bon, il y a des... Oui, مادام وقتاش يكون l'attribut protected؟ la question, c'est par rapport au concept de programmation. C'est-à-dire, quand est-ce que je décide alors, l'attribut protected, c'est un attribut que seuls les objets d'une classe et les classes enfants peuvent voir. L'attribut public, alors l'attribut private, seuls les objets de la classe peuvent le voir. Alors, il y a une main levée. Oui, c'est le même concept مع le protected private. Donc c'est... Non, pas du tout, pas du tout. Il y a une main levée. Est-ce que c'est une question ou c'est une réponse pour compléter ma réponse? Attendez, bon, apparemment, non, pas du tout. Bon, ça va être l'objet d'autres... Alors, comment je vais vous expliquer? Disons que j'ai une classe A. J'ai private int x. Protected int y. Et public int z. Votre question, c'est quelle est la différence entre un attribut protected et un attribut private, c'est ça? Oui. C'est des choses que vous avez vues en PO normalement, mais allez, on va... Alors, disons que j'ai un objet, j'ai une classe. Attendez, je vais prendre peut-être un nouveau slide. Après, je vais prendre un nouveau slide. Vite. Voilà, peu importe. Alors, disons que je reprends. Hein. J'ai une classe. Je vais... Il n'y a pas de site. Voilà.
je vais définir une classe. Je vais définir une classe. Je ne vais pas changer le... Pourquoi il n'écrit pas en... Je recommence. Donc, j'ai défini... Bon, tant pis. J'ai défini une classe A qui contient un attribut private int x. Private int y. Et, pardon. Vous savez quoi, je vais utiliser mon whiteboard. Je sais pas, je n'arrive pas à travailler correctement ici. J'utilise mon whiteboard. Donc, je vais arrêter le partage. Je vais partager mon whiteboard. Ensuite, voilà. Alors, je reprends. J'ai une classe. J'ai une classe A qui contient un attribut private int x, protected int y, et on avait dit public int z. Donc ça, c'est ma classe A. Ensuite, j'ai une classe B extends A. Ensuite, j'ai une classe C. Il n'y a aucune relation avec A ou B. Disons que j'ai quelque part un objet A de type A, B de type B et petit c de type C. D'accord? Les trois ont été instanciés. Les trois ont été instanciés. Alors, je suis ici. Je suis dans une... Alors, il me faut des méthodes, bien sûr, pour pouvoir appeler des attributs. Ici, je vais mettre une méthode F. Ici, une méthode T. Et ici, une méthode, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé? L. D'accord? Si je suis dans la méthode F ici, est-ce que j'ai le droit d'écrire x point? Alors là, je vais utiliser une autre couleur. Ici, dans la méthode F qui appartient à A, je peux, x, il est private, je peux écrire x reçoit 10. Donc, l'objet A.f, elle peut s'exécuter et elle va appeler x égale, qu'est-ce que j'ai mis? 10. D'accord? Pourquoi? Parce que toutes les méthodes de la classe A peuvent accéder à tous leurs attributs. Je peux écrire y reçoit 5 et je peux écrire z reçoit 3. Jusque-là, c'est bon? Oui. Très bien. Maintenant, z est déclaré public. Donc, dans la méthode T, je peux écrire z reçoit 10. A.z.
A.Z. Je peux écrire ici A.Z reçoit 10. Même chose ici, je peux écrire A.Z reçoit 10. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Maintenant, pour Y, est-ce que je peux écrire ici A.Y reçoit 10? A.Y reçoit 10. Est-ce que je peux le faire ici? Non, on ne peut pas. On ne peut pas parce que il est protected. Il ne peut pas être vu par des classes qui n'héritent pas de A. Donc ça, est-ce qu'il est mon stylo? Voilà. Ça, je ne peux pas le faire. Mais est-ce que je peux faire A.Y ici? Reçoit 10. Oui, on peut. Pourquoi? Parce que B hérite de A. Une Donc, extension de A. exactement. Donc, les méthodes de B peuvent voir l'attribut Y. Maintenant, est-ce que je peux écrire ici A.X reçoit 10? Non, madame. Pourquoi? Parce qu'il est privé. Il est privé. Donc, je ne peux pas. Est-ce que ici, je peux écrire A.X reçoit 10? Non. Non, parce qu'il est privé. Même les classes qui héritent de A ne peuvent pas le voir. Et c'est la différence entre un attribut private et un attribut protected. L'attribut private, seuls les objets de la classe A peuvent le voir. L'objet protected, les objets de la classe A et les objets des classes qui héritent de A peuvent le voir. Et un attribut public, c'est tous les objets peuvent le voir. Et c'est pour ça d'ailleurs que la convention en termes de programmation, c'est de ne jamais déclarer les attributs. C'est une convention, hein? C'est pas une erreur de programmation. Le compilateur l'accepte. Mais la convention fait qu'on ne déclare jamais les attributs publics. On les déclare soit private, soit protected. Ensuite, on déclare des méthodes publiques pour permettre l'accès à ces attributs. Parce que si je déclare un attribut private, tous les objets peuvent le modifier. Or, si je le déclare si je déclare un attribut public, tous les objets peuvent le voir. Mais si je le déclare private, seuls les objets de la classe peuvent le voir. Maintenant, je peux décider ce que je peux montrer de cet attribut à l'extérieur. Je peux décider, par exemple, soit de mettre le getter public, soit le setter, soit les deux, pour pouvoir y accéder et le voir. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle d'interface, interface, c'est un moyen de communication entre deux entités différentes. On appellera l'interface d'une classe les méthodes publiques. Donc, une classe peut avoir des méthodes private auxquelles on n'a pas droit d'accéder et des méthodes publiques que les autres peuvent accéder, auxquelles les autres peuvent accéder. Et c'est ce qui nous permet de respecter le principe d'encapsulation que vous avez vu en PAO. En PAO, vous avez vu qu'il y a 3 paradigmes liés au concept objet: l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. Donc l'encapsulation, c'est le fait que on ne peut pas attaquer tous les objets, tous les attributs et méthodes d'une classe, mais juste ce qui est public, et c'est ce qu'on appellera l'interface. Et ça me permettra de ne pas, ça m'évitera de faire n'importe quelle modification sur les objets de ma classe. J'ai répondu à votre question? Oui, madame, merci. Alors, on revient à notre TP. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas partie de notre TP, j'aurais pas dû répondre à ça, mais comme c'est important et c'est quelque chose que souvent les étudiants confondent, j'ai préféré m'attarder sur ce point. Alors,
On revient à notre présentation. Donc voilà pour une méthode statique. Donc public pour le plus, abstract pour le souligner, void c'est le type de retour et on a le nom de la méthode qui est setMajority. Maintenant les relations. Un diagramme de classe contient des classes et des relations. Les relations, on a deux types. On a les associations avec tous leurs types, hein. Association, agrégation, composition et l'héritage. Donc, on commence par l'héritage. J'ai une classe student qui hérite de la classe people. Donc, déjà, j'ai la classe people qui a un attribut private name, un attribut private last name, un attribut private static qui s'appelle majority age. Donc, on est là, ils sont là. Madame, Ensuite, oui? Madame, on ne voit pas le slide. Ah, pardon. J'ai oublié de... Oui. J'ai oublié d'arrêter le partage sur... Donc, on était là. Et on revient ici. Donc, on a la classe student qui hérite de la classe people. Donc, on a les attributs qui sont là. Attendez, je pense qu'il y a il y a une erreur dans... Voilà. Il n'y a pas l'attribut... Il n'y a pas l'attribut date birthday à supprimer. Bon, on va le faire après. Ensuite, on a une méthode display. Je la reconnais abstract parce qu'elle est en italique. Donc, j'ai public abstract void display, pas d'implémentation. Et ensuite, j'ai une méthode public statique int setMajority et la méthode public getAge qui est un type de retour int. L'héritage sera exprimé avec le mot-clé extends. Qu'est-ce que j'ai en plus? On a un attribut private de type int promotion, private de type string specialty, et on a la méthode oui, il y a le partage, j'ai partagé. Il s'affiche chez vous le partage? Non, madame. Toujours pas. Madame, ma cage, là. Je recommence, attendez, je vais recommencer. Je croyais que... Alors, le partage... Et là? Oui. 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 Très bien. Très bien. Donc, je reprends. On avait la classe people avec name, last name. Elle est là. On a vu. Et puis, on a la classe student qui hérite de people. Donc, on avait dit le mot-clé, c'est extends. On a private int promotion, private string specialty. Et on a la méthode getRank. Donc, public int getRank. Ici, puisqu'on a déjà la méthode display qui était abstract, elle va être implémentée dans la classe student et on utilise @override pour dire qu'on est en train de redéfinir la méthode display. Et là, on va rajouter le corps de cette méthode. L'héritage d'interface. Donc, j'ai une interface qui s'appelle sortable. Elle contient la méthode public int is greater than. Donc, public int is greater than. Ensuite, j'ai l'interface ordonnable qui hérite de sortable. Donc, public interface ordonnable extends sortable et on a la méthode plus donc public int getRank.
Alors, lorsque la réalisation d'une interface, c'est-à-dire lorsqu'une classe implémente une interface. Donc, on a l'interface iOrdonnable qui contient la méthode getRank. Donc, j'ai public interface iOrdonnable qui contient plus, donc public int getRank qui n'a pas d'implémentation. Donc, student va implémenter l'interface iOrdonnable. Donc, j'ai classe student implement iOrdonnable. Elle contiendra les deux attributs private et elle devra implémenter la méthode getRank puisque la classe student implement iOrdonnable. Donc, j'aurai public, la même signature, int getRank et on va l'implémenter. L'implémentation, encore une fois, on ne la retrouve pas dans le diagramme de classe puisque le diagramme de classe ne décrit pas l'aspect dynamique. Jusque-là, c'est bon? On continue? Oui, madame. Très bien. Donc, lorsqu'une classe implémente plusieurs interfaces, donc là, public interface imprimable avec une méthode public print void. La deuxième interface, public interface iOrdonnable avec la méthode public int getRank. La classe student, donc, implémente les deux interfaces. Donc, classe student implement imprimable et iOrdonnable. On a les deux attributs private et on doit redéfinir ou implémenter la méthode getRank de iOrdonnable et la méthode print de imprimable. Alors, après l'héritage, donc on a vu les différents cas possibles qu'on peut avoir dans un diagramme de classe par rapport à l'héritage. On va voir maintenant comment traiter les associations. Donc, on va commencer par la première partie. J'ai une association A, association avec B. Je rappelle que une association elle peut contenir la cardinalité pour décrire. D'abord, on avait dit en TD, et vous l'avez vu normalement avant, une association dans un diagramme de classe se traduit par l'ajout d'attributs et non pas de méthode. D'accord? Donc, elle se traduit par l'ajout d'attributs. Les attributs, on peut leur donner, l'association, j'ai l'association, elle peut contenir ce qu'on appelle des rôles. Les rôles décrivent le rôle de l'objet dans une association. Et souvent, le rôle est reproduit comme nom de l'attribut dans la classe. Je m'explique. Ici, j'ai deux classes. J'ai A et B. Donc, on a défini une classe A et une classe B. Ensuite, j'ai rajouté deux attributs, deux rôles sur l'association. Moins A et moins B. Pour dire que l'objet moins B, la classe B, A va contenir un attribut de type B de type B majuscule qui va jouer le rôle moins B. Et la classe B va contenir un attribut de type A majuscule qui va jouer le rôle moins 1. Comment on a traduit ça? J'ai rajouté un attribut dans A de type petit b et donné exactement le même nom qui est là et ici. Et comme il y a un moins, ça veut dire qu'il est déclaré private. Même chose ici. J'ai déclaré un attribut petit a parce que l'objet de la classe A va jouer un rôle A et il est private. Maintenant, lorsqu'on a une association navigable, c'est-à-dire dans un sens seulement, là, ça veut dire que l'association, elle est bidirectionnelle. L'ajout d'attributs se fait dans les deux classes. Une association unidirectionnelle veut dire que l'ajout d'attributs sera fait juste dans une classe.
Donc, la classe A va contenir un attribut de type B qui s'appellera -B. Donc, dans la classe A, j'ai un attribut private petit b, et dans la classe B, je n'ai rien. S'il vous plaît, ça a l'air simple, mais c'est très important parce que c'est la principale erreur qu'on trouve dans vos diagrammes de classe dans les PFE. Donc, faites très attention à ça. Alors, ici, la multiplicité est égale à 0 ou 1. Ça veut dire que j'ai un attribut, mais je ne sais pas s'il va être instancié. Ici, quand je mets 1, ça veut dire que je suis sûre que l'objet va être instancié. Il peut être instancié dans la déclaration, il peut être instancié ailleurs, mais on est sûr que l'objet B sera instancié puisqu'on a exactement une instance de B dans l'objet instance de A. Une association avec une multiplicité supérieure à 1, pardon. Ici, ça veut dire que j'ai 10 instants. Oui, oui. Une question? Est-ce qu'il y a une question? J'entends un micro désactivé. Est-ce qu'il y a une question? Alors, vous pouvez poser vos questions à tout moment, soit en désactivant votre micro, soit en mettant la question sur le chat si vous n'arrivez pas à utiliser votre micro. Allô, allô? Il y a quelqu'un qui a désactivé son micro et qui ne s'est pas rendu compte. OK. Alors, cette association veut dire que la classe A contient un attribut private qui s'appelle BS, contient 10 instances de B dans un attribut private qui s'appelle BS. Mais elle ne vous dit pas, cette structure BS, quel va être son type. Là, on a fait un choix. Ici, on a fait un choix d'utiliser un tableau, mais ce n'est pas une règle. Ce que veut dire cette association, c'est que la classe A contient 10 instances de la classe B dans une structure qui s'appelle BS, qui est private. Après, le choix de transformer A en un tableau se fera ou en array list ou en vecteur ou peu importe le type. C'est un choix qui se fera lors de la conception. On va voir dans l'étude de cas que, en réalité, avant d'arriver, quand j'ai une classe, par exemple, j'ai une association A, B, avec, alors on appelle par exemple moins A et moins B. Ça, on l'aura dans la première version, de notre conception. Arrivé à la phase de conception, donc, c'est dans la première phase de recueil des besoins ou d'analyse des besoins qu'on va avoir cette version de notre diagramme de classe. Arrivé à la conception, bien sûr, on aura la conception architecturale et la conception détaillée. C'est à ce moment-là qu'on va changer ça en A moins B petit b. Non, pardon. Attendez 2 secondes. Est-ce que... Non. Comment je fais? Je crois que j'ai perdu ce que j'avais écrit. Attendez, je recommence. Je recommence, d'accord?
disons que j'ai la classe A, on avait dit, avec B, G moins A et moins B. Donc ça, je vais le faire, ce diagramme de classe écrit comme ça, je vais le faire lors de la phase de recueil des besoins. Ensuite, lorsque on va faire le recueil des besoins et l'analyse, on arrivera à la conception où on décidera du langage de programmation, on décidera de la plateforme de développement, on décidera de beaucoup de choses, entre autres. À ce moment-là, dans la conception détaillée, on va convertir le diagramme de classe qui contenait des associations, on va les remplacer par A. Donc, je respecte la syntaxe de B, petit b, deux points, grand B, et B moins petit a, deux points. Donc, je vais enlever l'association et je vais la traduire en attribut. Comme ça, lors de l'implémentation, le programmeur saura exactement quoi faire. Même chose ici, j'avais moins BS 10, je vais d'abord la convertir en A. Lors de la conception détaillée B, je vais avoir moins BS. Ensuite, le type, c'est là où je déciderai. Est-ce que je vais utiliser un tableau? Est-ce que je vais utiliser une array list ou linked list? Donc, et c'est là où je vais préciser, par exemple, je vais dire que c'est array list ou un tableau tel qu'on l'a fait ici. Donc ça, c'est pour ça que je vous dis, c'est des choix de conception. Parce que j'utilise Java, j'ai mis ArrayList et Linked List, j'utilise un autre langage, ça va être un autre type complexe. D'accord? Donc, à partir de là, après la conception et plus particulièrement la conception détaillée, où j'ai repris les relations qui existent entre les classes, je les ai traduites en attributs, en tous les cas pour les associations, tout type d'association. D'accord? Et ça va être utilisé par la suite dans la programmation. Donc, pour cet exemple-là, même si on a mis new B10, le choix du type, est-ce que c'est un tableau ArrayList ou pas, c'est un choix de conception qu'on va faire lors de la conception. Et ensuite, on va le traduire directement en code source lors de la programmation. D'accord? On continue. Donc, association avec une multiplicité quelconque. Donc, bon, c'est vrai que puisque le nombre est connu, je favoriserai le tableau. Mais je favoriserai parce qu'il n'est pas seulement connu, figé. 10, exactement 10. Il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. On vous dit... c'est 10, pas de 1 à 10. Lorsqu'on ne connaît pas le nombre, on va utiliser une array list, puisqu'on vous dit le nombre est inconnu. On peut, encore une fois, ça, c'est des choix de conception. D'accord? Je peux mettre array list, linked list, peu importe. Mais une structure qui n'a pas de taille, dans la taille dynamique. Ensuite, si j'ai une association ordered, alors que veut dire ce ordered? On va voir que les diagrammes UML peuvent être décorés par ce qu'on appelle des contraintes. On va les voir dans l'étude de cas. Les contraintes, c'est des conditions qu'on doit respecter. Donc, dire que qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Dire que si j'ajoute cette contrainte ordered, ça veut dire que A va contenir un ensemble d'objets B dans la structure BS qui va être private et ses attributs doivent être triés. Donc, lors de l'implémentation, on aura certainement une structure qui peut être
qui doit être trié. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, soit j'utilise, et encore une fois, ça, c'est des choix de conception. Je sais que, puisque j'ai étoile, je sais que ma classe A va contenir une structure dynamique, c'est-à-dire qui permet l'ajout qui peut contenir n'importe quel nombre d'objets, d'accord? Puisque les objets de B doivent être ordonnés, d'accord? Puisque les objets de B doivent être ordonnés, ça veut dire que B doit implémenter l'interface comparable de B. Vous avez vu les interfaces l'année dernière? Et madame. Allô? L'interface comparable, vous savez à quoi ça sert? Allô, allô? Est-ce que vous savez à quoi sert l'interface comparable? Oui, non? Non, madame, je suis là. Normalement, non, madame. Alors, comment... Petite parenthèse. Donc, je reviens à mon whiteboard. Donc, je reviens à mon whiteboard. Voilà, mon whiteboard. C'est bon, vous arrivez à le voir? OK. Alors, comment je fais pour supprimer? Ah, comment j'ai pu oublier ça? Oh, alors, je fais, attendez, je vais oublier. C'est bon, attendez. Oui. Voilà. Alors, vous avez vu les interfaces. On a l'interface comparable. On a l'interface comparable qui contient la méthode CompareTo. Vous n'avez jamais utilisé la méthode CompareTo? Public. Non, madame. Non, madame. CompareTo Object O. Alors, public, interface comparable, elle contient une seule méthode CompareTo. L'interface comparable, elle permet d'implémenter la méthode CompareTo qui permet de comparer deux objets. Et on l'utilise. Comment elle fonctionne? Elle va vous donner généralement, alors disons que je veux, elle est prédéfinie. Elle est prédéfinie pour les classes définies de Java, c'est-à-dire les entiers, les réels, strings. Je peux, je sais pas ce qui arrive avec ma... Alors, si j'ai int x et y, je peux écrire x.compareTo de y. Elle va me retourner un entier. Parce que la méthode CompareTo retourne un entier. Elle va me retourner un nombre positif si x est supérieur à y. Elle va me retourner un nombre négatif si x est inférieur à y. Et elle va me retourner un nombre, elle va me retourner 0 s'ils sont égaux. D'accord? Maintenant, si je veux comparer des cercles, disons que j'ai une classe cercle, d'accord? Il y a un centre et un rayon. Je voudrais comparer deux cercles. Comment on peut comparer des cercles? Comparer tous les attributs.
Oui, mais quelle est la règle? Quelle règle, qu'est-ce que je peux utiliser comme règle pour comparer mes cercles? Elle n'est pas prédéfinie. C'est moi qui définis la règle de comparaison. Donc, je peux me dire que je compare mes cercles par rapport au rayon, d'accord, ou au diamètre. Donc, si je veux trier, si je peux comparer des objets d'une même classe entre eux, je peux les trier. Donc, pour pouvoir trier des objets, il faut qu'ils soient comparables entre eux. C'est-à-dire, je peux dire tel objet est supérieur à tel objet ou inférieur. Comme ça, je peux les trier. Donc, pour pouvoir trier ou ordonner des objets, il faut que les objets soient comparables. Donc, si je veux trier mes cercles, je vais juste ajouter. Il m'affiche pas où est le. Il est là. Alors, le cercle, on va mettre implements comparable. Je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à trouver où est mon implements. Voilà. Implements comparable. Implements l'interface comparable. Et là, je dois implémenter la méthode. Donc, j'aurai public int compare to object O. Et je dois l'implémenter. Puisque j'ai ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne m'affiche pas où se trouve mon curseur? Attendez, je vais arrêter le partage et voir ce que c'est dû à ça. Je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche pas où est mon... C'est bon, je recommence le partage. C'est bon, j'arrive à voir où se trouve mon curseur maintenant. Donc, si je veux comparer des cercles, après on va voir comment on va implémenter. Ça veut dire que j'ai cercle C1 et C2 et j'écris C1 fois compare to de C2. Et je dis que pour dire que C1 est supérieur à C2, il faut que le rayon de C1 soit supérieur à au rayon de C2. Pour dire que C1 est inférieur à C2, il faut que le rayon de C1 soit inférieur au rayon de C2. Donc ça, c'est la règle de comparaison. Donc, je suis dans la classe cercle et je dois implémenter cette méthode compare-to. Donc, j'aurai if. Le problème, c'est que ici, on a en paramètre un objet. Si par erreur, j'avais donné un objet qui n'est pas un cercle, je vais avoir une exception. C'est-à-dire, ça va déclencher une exception parce que le type que je vais comparer n'est pas le même. Donc, ce qu'on va faire, on va vérifier que c'est un cercle, déjà. If O instance of cercle. Donc, s'il vous plaît, instance of, c'est une instruction que vous avez vue pour connaître le type d'un objet. Allô? Oui, madame. Très bien. Donc, si c'est un cercle, je vais créer un petit, alors, cercle C de O. C'est-à-dire, je vais créer un pointeur de type C sur l'objet O. Maintenant, je peux écrire this, if this point rayon est supérieur à C point rayon, return 1. Une valeur positive pour dire que else if this point rayon égale C point, alors je vais écrire ici, hein, la suite, je vais la mettre ici, égale
C.rayon, alors return 0. Else, ça veut dire que mon rayon est plus petit que le rayon else, return -1. Donc, j'ai dit que la classe cercle implémente l'interface comparable. J'ai implémenté la méthode comparTo. J'ai défini comment cercle va comparer ces objets. Et là, je peux trier dorénavant mes cercles puisque j'ai implémenté l'interface comparable. Bon, petite remarque seulement. Je sais que ça ne fait pas partie de petite remarque. Puisque le rayon, il est par exemple de type INT, tout ça, je n'avais pas besoin de le faire. Tout ça. Et le comparaison, je mets directement return this.rayon comparTo C. Pourquoi? Parce que le rayon, C.rayon, comparTo à C.rayon. Pourquoi? Parce que je peux comparer des entiers. On a la méthode prédéfinie. D'accord? Tout ça pour dire que pour des objets, pour qu'on puisse trier les objets, normalement, ça, c'est des choses que vous avez vues en PO. Hein. Pour qu'on puisse trier des objets, il faut qu'ils soient comparables. Pour qu'ils soient comparables, il faut que la classe implémente l'interface comparable. Et pour implémenter l'interface comparable, elle doit implémenter la méthode comparTo. Et à ce moment-là, en implémentant la méthode comparTo qui me permet de dire comment les deux objets sont comparés, on peut les trier. Puisque je peux décider, à chaque fois que je prends deux objets, je peux savoir qui est supérieur à l'autre ou inférieur ou s'ils sont égaux, je peux trier ces objets-là. Donc, je peux les ordonner. Alors, autre petite remarque, vous avez vu les classes génériques, normalement en PO. Allô? Est-ce que vous avez vu les classes génériques? C'est quoi, madame? C'est quoi? C'est le fait que je puisse... Alors, vous connaissez la classe ArrayList. Est-ce que vous connaissez la classe ArrayList? Oui, Oui. madame. Très bien. Est-ce que vous connaissez la classe ArrayList de INT? Oui. C'est une classe générique. C'est une classe générique parce que c'est une classe qui dit je contiens des INT juste de type... mon ArrayList, parce que ArrayList tout court, c'est ArrayList d'object. Elle peut contenir n'importe quel objet. Mais préciser que ArrayList de INT veut dire que ma ArrayList ne peut contenir que des INT. Sachez aussi que pour les méthodes aussi, ou les interfaces, on peut définir des classes génériques. Tout à l'heure, j'ai parlé de la classe comparable. D'accord? Je peux faire comparable de cercle. Et là, je n'ai plus object, mais j'ai cercle. Et dans l'implémentation, donc j'ai ici cercle O. Je n'ai plus besoin de faire cette vérification parce que je sais que l'objet que j'ai donné en paramètre, c'est un cercle. Donc, je vais directement faire la comparaison entre les rayons sans vérifier est-ce que le paramètre que j'ai donné est réellement un cercle. Donc, comparable, l'interface comparable, elle contient une méthode comparTo avec le paramètre object, parce que comparable, elle compare deux objets, peu importe leur type. Comparable, et je mets à l'intérieur le type un nom de classe, modifiera la méthode comparTo telle qu'on est le même type ici. J'avais cercle, j'aurai ici cercle au lieu de object. C'est clair? Des questions? Je peux fermer cette parenthèse? Oui, madame. Très bien. Alors, on revient à notre TP.
et je repartage. Pardon. Non, pas tout le monde. Bon. Je risque parce que d'avoir. Est-ce qu'il est le fichier PowerPoint? Oups. Bizarre. Je n'ai pas fermé. Et oui, ma fiche. Ah, elle est là. Voilà, très bien. Donc, on était ici. On était là. Donc, le fait d'avoir ajouté la contrainte ordered sur les objets de B qui sont dans A fait que, déjà, première chose, le fait de trouver ordered fait que B doit implémenter comparable. Bon, comparable de B, c'est une optimisation, c'est-à-dire le fait de mettre comparable de B, c'est une optimisation parce que je vais implémenter la méthode compare_to de B et non pas d'un object. Donc, ça m'évitera de faire le test, est-ce que l'objet donné en paramètre est de type object ou pas. Donc, je trouve ordered, je suis obligée. Bien sûr, si c'est une classe, maintenant, si c'est une classe B qui est prédéfinie, implémente comparable. C'est pas la peine de le rajouter. Si, par exemple, B était une classe prédéfinie qui implémente automatiquement comparable. C'est pas la peine de l'ajouter, mais il faut s'assurer que votre classe B est comparable. On ne peut pas trier une classe qui n'implémente pas, on ne peut pas trier des objets d'une même classe qui n'implémentent pas l'interface comparable. Ensuite, après, donc une fois que j'ai mis ça, donc classe B implement comparable, après je déciderai dans la classe A soit d'utiliser directement une structure triée, donc TreeSet. C'est une structure prédéfinie qui trie automatiquement ces objets. Bien sûr, je ne peux pas utiliser TreeSet si B n'implémente pas comparable. Hein. Je ne peux pas utiliser une structure qui trie automatiquement les objets si la classe que j'ai mise ici n'implémente pas comparable. Le compilateur va vous générer une erreur. Ou alors, si je ne veux pas utiliser une structure prédéfinie qui trie automatiquement les objets, je peux utiliser une array list ou une linked list, mais je dois, à chaque fois que j'ajoute un objet à cette liste, je dois la trier explicitement. C'est-à-dire, je dois, par programmation, ajouter le tri avec l'instruction sort. Il y a une méthode, il y a la méthode, il y a la classe. Est-ce que vous avez déjà vu la classe collections avec S, elle contient une méthode statique qui s'appelle sort, qui va trier la liste que vous avez. Donc, à condition, encore une fois, que BS contient des objets B, que B implémente l'interface comparable. Donc, soit, puisque j'ai ordered ici, dès que j'ai ordered, il faudrait que B implémente comparable. Ça, c'est une règle. Deuxième chose,
il faudrait les objets de B que je vais mettre dans A, soit je les mets dans une structure qui trie automatiquement, soit je les mets dans une structure, une collection, d'accord, puisque collections s'applique sur les collections, qui, après, je trie à chaque fois que j'ajoute un élément, parce que quand je supprime un élément ou je modifie, j'ajoute ou je modifie, je dois retrier. Ça dépend le critère de comparaison. À la suppression, je ne pense pas que enlever un élément de liste ne va pas modifier l'objet. D'accord. Donc, des questions jusque-là? Je continue? Ça vous fait peut-être des choses en plus à digérer. Je vous recommande d'aller voir de revoir, si vous avez encore des doutes, de revoir l'interface comparable, comment l'utiliser, de revoir l'instruction sort de collections, comment l'utiliser. D'accord? Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Une seconde. Je ne comprends pas la syntaxe classe B implement comparable. Alors, la syntaxe. Oui. Oui? Il y a une question? Donc, je reviens ici. Je nettoie le slide. Voilà, on est là. Donc, vous n'avez pas compris cette instruction B implement comparable de B. J'ai une classe B puisqu'on a mis une contrainte ici ordered. Alors, cette association veut dire quoi? Avec moins BS étoile ordered. Ça veut dire que la classe A va contenir des objets de la classe B, un nombre inconnu. Donc, la classe A va contenir un nombre inconnu d'objets de la classe B dans une structure qui s'appelle BS et qui va être private. Donc, c'est pour ça qu'on a défini BS dans A, on l'a déclaré private et on a utilisé une structure complexe. Ici, encore une fois, c'est un choix de conception de dire j'utilise un set ou un tree set ou autre chose. En tous les cas, une structure complexe, c'est-à-dire qu'il contient plusieurs objets. Donc, on a traité cette partie-là. Jusque-là, c'est bon. Le fait d'avoir moins BS étoile. C'est ce qu'on avait dit ici. Private, j'ai une structure composée ou complexe, BS. Peu importe après ce qu'on a mis, est-ce que array list ou autre chose, parce que ça, on avait dit, c'était des choix de conception. Donc, jusque-là, j'ai private, BS et une structure complexe. Ici, on a utilisé set. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le ordered. Le ordered veut dire que les objets dans BS doivent être triés. Triés dans l'ordre croissant, décroissant, c'est des choses qu'on définira dans la conception. Mais ils doivent être triés. Maintenant, je reviens. Comment on va les trier dans le code source? Pour que des objets puissent être triés, ils doivent être comparables. Pour que des objets puissent être comparables, la classe de ces objets-là doit implémenter l'interface. C'est une interface prédéfinie dans Java. Je vous recommande de chercher plus de détails sur cette interface comparable de B et voir comment on peut l'utiliser. L'interface, c'est une interface prédéfinie dans Java. Donc, c'est public int comparable. Et elle ne contient qu'une seule méthode qui est int compare_to. Maintenant, comparable de n'importe classe X contiendra la méthode int compare_to X. C'est-à-dire le type de paramètre, c'est X au lieu de object. Alors, est-ce que j'ai répondu à votre question? D'autres questions avant que j'avance?
Alors, j'ai un commentaire. C'est bon. Donc, je continue alors. Le point suivant, association qualifiée. Bon, je trouve qu'on a trop tardé aujourd'hui dans le TP. C'est quoi une association qualifiée? D'abord, c'est quoi une association qualifiée? Bon, je vais prendre mon whiteboard. D'accord, je vais arrêter le partage. Je vous expliquerai ce que c'est qu'une association qualifiée. Ensuite, on va voir comment la traduire en code source. Voilà, il est là mon whiteboard. Très bien. Qu'est-ce qu'on avait comme exemple pour le... On va prendre un exemple qu'on va voir dans l'étude de cas. D'accord? Dans l'étude de cas qu'on va voir, ça va être le dernier chapitre du module, parce que là, j'arrive pas comme ça à trouver un exemple rapidement. Disons que j'ai une entreprise qui a plusieurs agences. Et une agence, elle a plusieurs quais. Un quai, tout le monde sait ce que c'est. Le quai de la gare, le quai qu'on a à la gare, c'est-à-dire un emplacement. Donc, une agence, elle a un ou plusieurs emplacements. La création d'objets fera que l'agence, quand je vais créer un premier objet, par exemple, je lui donne la première agence 1, je lui donne le code 1. L'agence 2, je lui donne, par exemple, le code 2, etc. Même chose pour les quais. Le quai 1, je lui donne code 1. Le quai 2, je lui donne code 2, etc. Maintenant, disons que dans l'agence 1, j'ai 2 quais. Et que dans l'agence 2, j'ai aussi 2 quais. Si je fais une numérotation absolue, agence 1 aura le code 1 et les quais, j'aurai le quai 1 et 2. Agence 2 aura le code 2 et les quais auront les numéros 3 et 4. Mais moi, je voudrais numéroter voilà, c'est bon, je me rappelle comment. Donc, mais moi, je voudrais numéroter pour l'agence 1, je voudrais avoir une numérotation 1, 1 ou 1 et 2. Et pour l'agence 2, je voudrais aussi avoir 1 et 2. C'est-à-dire, ça va être le quai 1 de l'agence 1 et le quai 2 de l'agence 1 qui va être différent du quai, par exemple, le quai 1 de l'agence 1 va être différent du quai 1 de l'agence 2. Comment je peux exprimer ça? Alors, en UML, on nous permet cette codification de dire que j'ai une classe agence qui contient plusieurs quais. Si je fais ça, la numérotation des quais sera séquentielle. À chaque fois que je crée un objet, je vais incrémenter le numéro de 1. Mais si je dis, je voudrais que les quais, alors je vais le faire avec une autre couleur, je voudrais que mes quais soient numérotés par rapport à l'agence, d'accord? Et là, je dirais que pour chaque quai, je peux avoir 1 ou 0 valeur pour chaque valeur de quai par rapport à mon agence. Donc, cette écriture veut dire, ici, bien sûr,
je voudrais spécifier un numéro de quai dans le cadre de l'association agence quai. Le numéro de quai doit être relié à l'agence. Ça veut dire que à chaque fois, donc un quai réellement, il n'est pas défini seulement par son numéro 1, parce que j'ai un quai numéro 1 dans l'agence 1 et un quai numéro 1 dans l'agence 2. Donc finalement, le quai, il est défini par d'abord le numéro de l'agence, ensuite le numéro du quai. Jusque-là, est-ce que tout le monde a compris? Des questions? Très bien. C'est clair, madame. Très bien. Maintenant, puisque ça, on a compris comment fonctionne cette structure, comment on va la représenter? Puisqu'un quai, pour l'identifier, je dois avoir le nom de l'agence, le numéro de l'agence, ensuite pour l'identifier. Donc, c'est pour ça que, alors, je retourne à mon TP. C'est pour ça que pour décrire cette association qualifiée entre A et B, j'utilise les hashmaps. J'utilise les hashmaps parce que hashmap me permet d'avoir pour une clé donnée une valeur. Donc, si je revois cette syntaxe, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai une association unidirectionnelle entre A et B. Ça veut dire que A contient un attribut qui s'appelle BS, qui contient plusieurs objets. Mais ces objets-là, ils sont identifiés par une clé. C'est-à-dire que j'identifie un objet particulier par ce numéro de l'objet B par rapport à l'objet A. Donc ici, si j'ai l'agence, ici j'ai le quai, ici j'ai le numéro de quai. Donc chaque numéro de quai pour l'agence me permettra de définir un quai particulier, un quai physique réellement. D'accord? Donc, finalement, pour un objet de la classe A, chaque numéro de quai me permet d'identifier un objet de quai concret. Et c'est pour ça que j'utiliserai dans la classe A une hashmap telle que ici, j'ai l'integer que j'ai correspondra au numéro de quai et le B correspondra à l'objet quai associé à ce numéro de quai par rapport à cette agence particulière. Des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux passer à l'élément suivant? C'est bon? Vous me dites s'il vous plaît, est-ce que j'avance ou je réexplique? Oui, madame, oui. Très bien. Oui, madame. Ok, parfait. Donc, le point suivant, c'est les associations réflexives, c'est-à-dire une association qui va d'une classe vers la même classe. En fait, ça veut juste dire que la classe va contenir, regardez ici, une association bidirectionnelle. Ça, je peux l'écrire comme étant pas employé. People, et j'ai une association telle que j'ai ici étoile moins employees et j'ai ici, je vais l'écrire en bas, j'ai pas assez de place. Hein. 1 moins employee. Ça veut dire que dans la classe people, je vais ajouter un attribut private qui s'appelle employé
Et dans cette classe, people, je vais ajouter une structure complexe, private, qui s'appellera employees, qui va contenir des objets de type people. Et comme les deux classes sont identiques, les deux attributs sont ajoutés dans la classe people. Donc, dans la classe people, j'ai ajouté une liste de people private étoile. Donc, j'ai utilisé une liste. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai décidé lors de la conception, d'utiliser les listes, qui s'appellera employees. Et j'ai ajouté un attribut private aussi people qui s'appelle employee. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, les associations réflexives décrivent l'ajout d'un attribut de même classe dans la classe elle-même. Un ou deux. Hein. Si l'association elle est unidirectionnelle, il y a l'ajout d'un seul attribut. Si elle est bidirectionnelle, il y a l'ajout de deux attributs. Les classes d'association, vous les avez vues en GL. C'est quoi une classe d'association? Quand est-ce que j'ajoute une classe d'association? Si la relation génère des informations. Des informations ou des attributs qu'on doit sauvegarder dans une autre classe. Effectivement, des informations. Très bien. Effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une classe, par exemple, comme l'attribut cours, est-ce que c'est un attribut spécifique à l'étudiant? Non. Et si on a une classe student, on a une classe professeur. Donc, dans la classe student, on les a déclarés, c'est bon. Après, j'ai une association entre student et professeur pour dire que un professeur enseigne un étudiant. Donc, un professeur teaches a student. Maintenant, le cours qu'enseigne le professeur à l'étudiant, est-ce que c'est une caractéristique du professeur? Non. Ce n'est pas une caractéristique ou ce n'est pas un attribut de student, c'est un attribut de la relation qui existe entre le professeur et le student. Et c'est pour ça qu'on a créé une classe d'association. Donc, la classe d'association, la classe d'association, donc c'est la classe teach, automatiquement, elle va, puisque elle décrit l'association qui contient deux attributs. Un attribut student et un attribut professeur qui sont private. Donc, la classe d'association doit forcément contenir un attribut student et un attribut professeur parce qu'elle décrit les informations relatives au couple professeur-student. Et bien sûr, elle contiendra ses propres attributs qui sont des informations relatives au couple professeur-student qui vont être notre attribut private course et notre attribut private year. C'est clair pour la classe d'association? On continue? Oui. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Les agrégations et les compositions. On est toujours dans l'aspect statique, hein? C'est-à-dire on est toujours dans le diagramme dans la description du diagramme de classe. Donc pour l'agrégation et la composition, qui sont, je rappelle, des cas particuliers d'association. Donc je peux, en réalité, si ça c'est une association, ça c'est une agrégation et ça c'est une composition. Quelle est la relation qui existe entre ces classes? Quelle est la relation qui existe entre ces classes? Le fait de dire que l'agrégation et la composition sont des cas particuliers d'association. Hérite. Oui. Madame, chez l'héritage multiple. J'ai pas compris. Pourquoi vous me parlez d'héritage multiple ici? Ici, c'est pour dire juste que une agrégation est un cas particulier d'association.
Une composition est un cas particulier d'association. Donc, une composition, une agrégation, les classes agrégation et composition héritent de la classe association. Parce que c'est des cas particuliers d'association. Donc, tout ce qu'on a vu pour les associations s'appliquera forcément pour les agrégations. Les agrégations et les compositions sont des associations qui contiennent des informations en plus. Donc, tout ce qui a été vu pour l'association s'appliquera pour l'agrégation et composition. Et donc, on va voir que le fait d'avoir une agrégation ici qui contient, donc si elle est unidirectionnelle, elle contient un nombre inconnu d'objets, donc se traduira par private, une liste, et private et une liste d'objets. Peu importe après le choix, ça encore une fois, c'est des choix de conception. Ça change pas beaucoup de lorsque j'ai pas mis de. Donc ce que on a vu tout à l'heure avec l'association s'appliquera pour l'agrégation, s'appliquera aussi pour la composition. J'ai une classe voiture, elle contient un attribut châssis. Ici, pourquoi on l'a instancié? Parce que le fait de ne rien mettre, ça veut dire qu'il y a un objet. Donc, on avait dit, puisqu'il y a une relation 1-1, l'objet châssis doit être instancié. Il peut être soit dans le constructeur, soit ailleurs, mais il doit être instancié parce qu'on sait que à la voiture, on lui associe une instanciation. Là, on a choisi de l'instancier ici. On aurait pu l'instancier dans la déclaration pour être sûr que l'objet va être instancié. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de commencer les dépendances. Bon. Je voudrais d'abord vous montrer, avant de vous montrer, je reviens au slide, au premier slide que je vous ai envoyé. Où est-ce qu'il est? Cours 1, rappel. Non, pas cours 1, c'est le cours sur le diagramme de communication. Où est-ce qu'il est? Bon. Et là, j'arrête le partage, je vous partage. Parce que avant de vous présenter les dépendances, il faudrait d'abord que vous sachiez ce que c'est que les dépendances. Voilà. Vous vous rappelez de ce slide que j'avais présenté le premier cours? Donc, puisqu'on est en train de voir la traduction des diagrammes statiques, ensuite dynamiques. Donc, dans les diagrammes de statique, on a terminé le diagramme de classe. D'accord? On l'a vu, c'est bon. Il y a quelque chose qui s'appelle le diagramme de package. Donc, le diagramme de package, c'est un diagramme qu'on va voir par la suite dans l'étude de cas. Donc, ce diagramme de package contient ce qu'on appelle des packages. Alors, comment est utilisé un diagramme de package? Donc, je reviens avant de définir les dépendances. Je reviens à ce slide. C'est bon? Okay. Une fois qu'on a le diagramme de classe, on peut regrouper. On va le voir après comment on les regroupe. Sachez juste que quand on a un diagramme de classe, on peut regrouper les classes en package. C'est-à-dire que je vais prendre les classes de mon diagramme de classe et je vais les regrouper dans des répertoires. Comment je vais créer ces répertoires? Par rapport aux dépendances. Vous vous rappelez, vous avez vu les dépendances
les dépendances en GL1, la cohésion et la cohérence. Vous avez vu la cohésion, quand vous avez vu les facteurs de qualité, vous avez parlé de la cohésion et de la cohérence. Vous vous rappelez? Non, madame, مش فاهمناش. Ok. Alors, je sais pas, peut-être que je vais laisser ce slide pour après. Bon. Un paquet, alors cette représentation est appelée package ou paquet en français. Ça correspond au package que vous avez, allez, tiens, en Java, vous utilisez les packages. Même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, vous les utilisez. Par exemple, quand vous voulez utiliser un répertoire qui contient toutes les classes liées au array list ou aux listes en général. Donc, vous utilisez import. Vous utilisez le terme import. Vous êtes habitué au terme import. Oui. Oui. Import veut dire quoi? En réalité, les classes prédéfinies, pas seulement prédéfinies, même celles que vous avez créées, elles sont regroupées dans des packages ou dans des répertoires. Pourquoi? Parce que on peut pas, c'est pour les organiser et faciliter l'accès. Toutes les classes liées, par exemple, aux listes, elles sont mises dans un package. Toutes les classes liées à, je sais pas moi, aux événements, aux exceptions sont mises dans un package. Et vous n'avez pas besoin de charger pour chaque programme toutes les classes prédéfinies de Java. Vous ne chargez dans votre programme que les classes dont vous avez besoin. Les classes prédéfinies, hein. Et ces classes, elles sont dans un répertoire qui s'appelle package. Donc, comment je dis, pourquoi vous allez les importer? Parce que vous en avez besoin dans votre propre package dans lequel vous êtes en train d'écrire votre code source, vous êtes en train de définir des classes. Donc, un package en UML, il est représenté de cette façon. Donc, sa définition, ça va être package, exemple, et on a la liste des packages. Maintenant, et j'imagine que vous avez l'habitude d'utiliser le terme package quand vous créez un projet en Java. Allô? Oui. 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 Ben, le package, c'est quoi? C'est une sorte de répertoire qui contient un ensemble de classes. Donc, le package en UML, je le représente de cette façon. Et ensuite, définir ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance entre deux packages. Dans le diagramme de package, où je vais prendre mon diagramme de classe qui décrit toutes les classes de mon programme, je vais les organiser dans des répertoires que j'appellerai package. Dire qu'un package exemple 1 dépend, on appelle ça une dépendance, d'accord? Cette flèche. Dire que le package 1 dépend du package 2 veut dire que le package 1 aura besoin pour son implémentation du package 2. Parce qu'il y a des classes qui sont dans ce package dont on aura besoin dans notre package. Et c'est pour ça que dans mon package 1, je vais avoir quelque part import exemple 2 point étoile pour pouvoir importer toutes les classes qui sont dans ce package. Donc ici, c'est clair? On reviendra sur le diagramme des packages dans le détail pour dire comment l'utiliser. Mais sachez juste qu'une fois qu'on l'a défini et décrit les dépendances, c'est ce qui nous permettra de juger ou mettre les imports. C'est-à-dire que ça, ce schéma me dira qu'il y a déjà un package exemple 2 qui existe et que dans le package exemple 1, je dois faire un import de exemple 2 parce qu'il y a des classes qui sont dans le package exemple 2 dont j'aurai besoin. Puisqu'il y a des classes dans le package exemple 1
qui ont besoin des classes qui sont dans le package exemple 2, on dira que exemple 1 dépend de exemple 2. C'est bon? Donc, ce symbole, on vous dit, il décrit seulement une unité de compilation correspond à un fichier étoile.java qui contient la classe people. Alors, on a ici un exemple, je pense qu'on arrête ici pour la séance parce que ça va prendre beaucoup de temps pour vous l'expliquer. Je vous recommande pour la séance prochaine déjà de revoir, de voir comparable parce que il n'y aura pas un cours dédié à ça ou un TP dédié à ça et c'est des choses que vous êtes censés connaître. Donc, revoir l'interface comparable et l'utilisation de l'interface comparable. Alors, on faisait un TP dans ce sens pour les années précédentes, mais après, on s'est rendu compte que les étudiants terminaient en POO cette partie-là, donc on l'a enlevée, donc elle n'est pas prévue. Donc, je vous recommande, c'est des choses que vous êtes censés connaître, maîtriser et qu'on va retrouver plusieurs fois. Donc, je vous recommande de jeter un coup d'œil sur l'interface comparable et voir comment l'utiliser. Sur, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Et sur les packages, les packages, on va les revoir. Mais ça va juste vous aider à mieux comprendre ce slide-là pour la séance prochaine. Est-ce que vous avez des questions? On peut arrêter ici? Des questions? Pas de questions, madame. Très bien. Alors, merci pour votre attention. À la séance prochaine, mardi à 10h30. Au revoir.